Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bistrot du Parti de la France, le Bistrot du Parti de la France d'avril 2024. Vous connaissez le concept, nous prenons, comment je pourrais dire, des boissons alcoolisées, nous buvons parce que nous aimons cet esprit de convivialité qui perdure au Parti de la France et qui est l'héritage également du parti de Jean-Marie Le Pen, dont nous sommes très proches. Et nous avons ce soir cinq invités de qualité, comme à chaque fois. Donc tout d'abord, je vais les présenter par ordre qui me sont affichés sur mon écran. Nous avons Thomas Petit. Alors Thomas Petit, pour vous présenter, vous êtes, comme je peux dire, relativement nouveau au Parti de la France, et vous êtes également, on peut le dire, mon chargé de production, la personne qui m'aide à réaliser les émissions du Parti de la France. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir Thomas, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous les invités. Moi, ça va très très bien. J'espère que vous allez bien également. Et je vais débuter ce bistrot en dégustant une petite bière de la Madelon, donc une bière locale qui vient des Vosges. Voilà. Et justement, vous n'êtes pas le seul à venir des Vosges, puisque vous avez également Maxime Morlon, responsable du Parti de la France des Vosges et membre du bureau politique du Parti de la France. Bonsoir Maxime, comment allez-vous? Eh ben, salut Alex, bonsoir à tous nos amis, à tous nos auditeurs. Bah moi, écoute, là, je vais un petit peu déroger et pas faire honneur à ma région ce soir, puisque ça sera une bière de la Brasserie Georges, célèbre Brasserie Georges de Lyon, qui est à Perrache. Pour ceux qui connaissent bien Lyon et sa gastronomie, voilà, donc c'est une grosse brasserie, la plus grosse brasserie d'Europe d'ailleurs. Et ils font leur bière sur place, donc ils font un peu de tout, de l'IPA, de la blonde, de la brune, enfin il y a un peu de tous ces genres de bières et ils la vendent aussi en bouteille. Donc là, c'est une IPA d'ailleurs qu'on m'a offert. Et bon, moi je suis plus bière blonde ou blanche, mais donc je vais goûter ce soir. Voilà. Écoutez, c'est fantastique. Alors moi, je bois beaucoup de bière et effectivement, l'IPA, je suis pas fan de l'IPA, mais j'espère que vous ferez une bonne dégustation. Et nous avons Yoann Roy. N'hésitez pas, n'oubliez pas plutôt de bien couper votre micro à la fin de vos interventions pour éviter tous les bruits parasites. N'est-ce pas, Maxime? Et Johan Robin, nous avons avec nous. Alors, Johan Robin, vous êtes, comment je pourrais dire ça, ça fait 2 ou 3 fois là qu'on vous voit au Forum du Parti de la France relativement récemment. Vous commencez à être un habitué. Et bonsoir, Johan, comment allez-vous? Eh bien, bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Je vais très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je vais vous suivre, moi, avec une petite Whistis de chez Lidl. Je sais que Pierre Galip serait très content. N'oubliez pas de bien couper votre micro à la fin de vos interventions. J'insiste beaucoup là-dessus. Et nous avons avec nous également Arnaud Mail. Alors Arnaud Mail, c'est un peu particulier parce que je dis bonsoir tout le monde, alors que attention, Arnaud, bien lancer votre micro quand c'est à votre tour de parler parce qu'il y a des échos. Donc Arnaud, c'est un peu particulier parce que je dis bonsoir tout le monde, mais non, 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 il est 14h chez vous parce que vous vivez aux États-Unis, en Alabama. Bonsoir Arnaud, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Là, je suis au bureau, donc je suis au Pepsi Light, malheureusement. Il est un peu trop tôt pour boire ici. Effectivement, mais nous vous pardonnons. Et enfin, Vivien, conseiller national du Parti de la France, fidèle militant de Normandie. Bonsoir Vivien, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les auditeurs présents. Et moi, je reste fidèle à mon whisky japonais. Donc voilà, ce soir, je ferai l'émission avec le whisky japonais. Et en plus, ce whisky japonais, parce que vous me l'avez envoyé en photo, je le connais, puisque Élie Pinel, l'ancien député du Front National, m'a offert le même whisky, je crois. Il me semble que c'est le même, en tout cas la même marque, et il était très très bon. Il me l'avait offert pour mon anniversaire. Excellent, excellent. Alors, on va commencer, chers amis, par parler. J'avais pas prévu de parler de ça à la base, parce que c'est une nouvelle qui est tombée il y a quoi? Il y a 2 3 heures à peine. Sarah Knafo, numéro 3 de la liste des élections européennes menée par Marion Maréchal. Je connais des dubitatifs, je vais pas dire des détracteurs forcément, mais des personnes dubitatives par rapport à notre choix d'avoir soutenu Marion Maréchal pour les élections européennes, qui seront ravis quelque part de cette nouvelle, parce que voilà, on a déjà critiqué Sarah Knafo, on a même fait une émission qui s'appelait Le procès Knafo pour dire à quel point on était impliqué contre elle, et voilà qu'elle est troisième de liste. Pour moi, sans grande surprise, je vais pas vous mentir,
Voilà, donc numéro 1, Marion Maréchal, numéro 2, Guillaume Pelletier, numéro 3, Sarah Knafo, numéro 4, Nicolas Bay. Peut-être que Maxime Morlon, vous voulez intervenir là-dessus. Je sais que vous êtes très investi justement sur ce sujet-là, sur le sujet Knafo. Peut-être que voilà, si vous voulez intervenir là-dessus, je vous laisse en discuter entre vous. Bon, écoute, moi je suis pas si surpris que ça en fait de cette annonce. C'est sûr que aux 10 premières places sur ce genre de liste aux européennes, on peut pas non plus mettre des inconnus, surtout si on veut être crédible sous le plan électoral. Donc forcément derrière Marion, bon bah il fallait mettre un homme, donc ils ont mis Pelletier. Et en troisième position, de toute façon, qui pouvait mettre comme autre femme à sa place? J'ai envie de dire. À part Sarah Knofo, il y avait que elle, quoi. Donc surtout maintenant à Reconquête, ils sont plus trop embêtés par les places et puis aussi par les cadres à placer, hein, avec tous les départs qu'il y a eu. C'était logique en fait, hein. Bon, après concernant Knafo, de toute façon on a déjà fait son procès plusieurs fois. On avait fait une émission comme tu viens de le rappeler. Voilà, de toute façon, cette femme n'a pas du tout nos idées. Elle vient d'un cursus politique d'ailleurs. Je crois qu'elle a fait Sciences Po, si je raconte pas de bêtises. Donc voilà. Et puis elle a prouvé d'ailleurs toute son incompétence lors des élections présidentielles, hein, parce que comme tout le monde le sait, c'est elle qui conseille Zemmour sur le plan de la communication et de la stratégie politique, tout du moins. Et puis aussi, elle contrôle sa vie privée, mais bon, ça c'est autre chose. Et on évitera d'en parler ce soir. Mais voilà, cette femme, forcément, fallait la caser. Je sais qu'avec Marion Maréchal, a priori, c'est pas le grand amour. Apparemment, maintenant aussi, ça serait pas le grand amour entre Marion Maréchal et Zemmour lui-même. Donc voilà, moi je pense qu'après les élections européennes, surtout si les résultats ne sont pas escomptés du côté de Reconquête, à mon avis, j'ai bien peur que tout ça vole très vite en éclats. Moi, je dirais sur Sarah Knafo, déjà, je me demande qui elle est parce que c'est une illustre inconnue pour nous. On l'a jamais vue vraiment s'exprimer. Pour moi, elle n'est pas de notre bord politique, comme disait Maxime. À part être la maîtresse ou la femme du chef, voilà, elle a été placée là en troisième position par intérêt, tout simplement. Intérêt financier peut-être, je sais pas. En tout cas, Zemmour, il est parvenu à imposer contre la volonté de Marion, je pense, et ses amis identitaires, la troisième position de Madame Knafo. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à mettre. Moi, j'aurais pensé à Laurence Trochu, qui est du mouvement conservateur. Mais bon, bah voilà, on préfère mettre la maîtresse de Zemmour en troisième position. Moi, je trouve ça très décevant. Donc des déçus de la part de fidèles de Marion Maréchal. Arnaud, vous qui voyez ça des États-Unis, quel est votre point de vue là-dessus? En tant que Français de l'étranger, je ne peux pas voter pour les élections européennes, il n'y a pas de circonscription qui inclut les Français de l'étranger, donc je me suis complètement désintéressé de ce débat des élections européennes. De toute façon, je pense que ça soit Reconquête ou le Rassemblement national, même s'ils ont des députés au Parlement européen, ça ne changera pas grand-chose. Donc je pense que c'est un peu une élection inutile en fait, clairement. C'est toujours bien d'avoir des gens qui représentent nos idées qui sont élus, mais leur marge de manœuvre au Parlement européen sera vraiment très très faible, hein, considérant que le Parlement européen, c'est des groupements de partis avec des partis de plusieurs pays, etc. Et par exemple, Marion Maréchal, elle a voté toutes les réglementations européennes sur l'immigration via le Parlement européen. Donc, je pense que c'est une élection qui est un peu inutile de mon côté. Et puis sur le CR, il y a quand même aussi l'histoire que le CR ne présentera pas, soi-disant, pas de candidat face à Ursula von der Leyen. Donc c'est un peu bizarre. Enfin, sincèrement, je sais pas où ça conduit le choix de Reconquête, mais c'est pas très cohérent tout ça. Et bah, on va pas, comment je pourrais dire, on va pas regarder un peu espoir quelque part, parce que le Parti de la France a décidé de soutenir la ligne de Reconquête, de soutenir la ligne de Marion Maréchal. Je suis, vous savez, je suis toujours très honnête dans mes émissions, et je dis toujours ce que je pense, et là effectivement je pense que Reconquête ne fera pas un score très élevé. Voilà, je suis tout à fait honnête avec vous.
Mais du coup, je ne sais pas quelle est la réputation de Sarah Knafo auprès de l'électorat moyen. Je ne sais même pas d'ailleurs si le lectorat moyen connaît réellement Sarah Knafo. Donc je ne sais pas quelle décision, quelle importance, pardon, cette décision aura au sein d'un point de vue électoral. Donc je ne sais pas. Peut-être que vous, Johan ou Thomas, vous avez quelque chose. Non, je crois que Thomas, vous avez déjà parlé, je suis pas sûr. Et Johan, vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Ah bien, moi personnellement, oui, Sarah Knafo, il est vrai qu'effectivement, elle a fait l'ENA, c'est bien ça, hein, j'ai cru comprendre ça tout à l'heure. Elle a même fait partie de la botte de l'ENA, c'est-à-dire les meilleurs élèves. Ah oui, d'accord. Donc, est-ce que son nom va pousser jusqu'aux européennes? Est-ce que la liste va vraiment être motivée et motivante pour les électeurs avec Sarah Knafo en plus en 3e position? Bonne question. Bonne question. Effectivement. Mais Mm. j'espère en tout cas que. Voilà, moi je Moi, suis pas pour. moi, je victoire pense, écrasante. Allez-y, Marlon. je pense qu'électoralement, ça va pas changer grand-chose parce que, comme l'a dit si bien Arnaud, les européennes, c'est vrai que c'est quand même une élection qui a pas grand poids dans les décisions politiques qui vont être prises à l'avenir. Aujourd'hui, on sait très bien qu'au niveau de l'Europe, tout se décide à Bruxelles par la Commission et que justement le Parlement de Strasbourg n'est qu'une simple une chambre d'enregistrement. Et même s'ils votent contre les directives de Bruxelles, de toute façon, dans tous les cas, ça passe d'une manière ou d'une autre. Que Sarah Knafo soit 3e, 4e, première de liste, 10e ou en fin de liste, je vois pas, ça va pas changer grand-chose. Et puis de toute façon, aujourd'hui, Reconquête, de toute façon, comme je l'ai dit en préambule, peut-être à part Laurence Trochu, que j'avais oublié, certes, un très très bon rappel de notre ami Vivien, mais qui ils auraient pu mettre d'autres à sa place, sachant qu'il faut parité homme-femme, c'était quand même très compliqué. Donc, il y a énormément eu de fuites de cadres à Reconquête depuis la présidentielle. Beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ont été dans ce parti ont été très déçus de son fonctionnement. Voilà, un fonctionnement interne qui laisse à désirer, qui a conduit quand même à une certaine débâcle des présidentielles, surtout quand on se rappelle des sondages qui donnaient Zemmour quasiment à 18-19% au mois de janvier, fin janvier, début février. Et ça, c'est à cause de décisions de cadres, de gens qui sont dans l'entourage de Zemmour, dont Sarah Knafo fait partie. Et d'ailleurs, les gens qui ont pris ces décisions, c'est les recrues de Sarah Knafo, c'est la bande à Knafo, comme on a coutume de dire. Donc oui, je pense que ça va peut-être en décevoir certains pour ceux qui sont au courant des choses, mais pour les lecteurs lambda de Reconquête, je pense que ça changera pas grand-chose. Les gens qui ont décidé de voter Reconquête voteront Reconquête ou pour Marion, tout simplement, parce que il y a quand même un fan club de Marion, il faut le reconnaître, mais aussi en face, il y a quand même le RN, il faut reconnaître. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate d'ailleurs dans les médias et même aussi à l'étranger, puisque j'étais encore à l'étranger il y a quelques jours, dans un pays francophone, de l'autre côté de la Méditerranée en l'occurrence, quand on parle de politique française aujourd'hui, bon, on parle de Macron bien entendu puisque c'est le président, mais on parle aussi beaucoup du Rassemblement national et de Bardella. Voilà, donc et aujourd'hui, force est de constater que dans les médias, on parle de Bardella matin, midi et soir, alors que Reconquête n'a une place que très marginale. Reconquête est très marginalisée par les médias politiques, malgré qu'on soit dans cette campagne européenne. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, en tant que militant, en Reconquête, on pousse fort pour aller chercher ces électeurs qui pourraient éventuellement redonner du peps pour les européennes. Hein. Ça devient très compliqué de retrouver de nouvelles forces, tout en sachant que Reconquête est parti très tôt dans la campagne. Hein. Ça devient compliqué là, hein, à 6 semaines des élections. Il va falloir vraiment motiver les troupes pour Marion, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est vrai que on sent une dynamique pour Marion, mais pour les autres, un peu moins. Absolument, Jordan Bardella est vraiment trop mis en avant selon moi. Je rappelle quand même que le Front National a gagné toutes les élections européennes depuis 2014. Donc quand je dis gagner, c'est vraiment arriver premier. Et Jordan Bardella avait déjà gagné en 2019. Mais effectivement, comme l'a très bien expliqué Arnaud,
Gagner les élections, c'est bien, mais quand c'est les élections européennes, vaut mieux les gagner, vaut mieux que nos idées les gagnent dans chaque pays. Sinon, ça n'a pas vraiment d'utilité. D'un point de vue, comment je pourrais dire, d'un point de vue importance au sein du Parlement européen de Strasbourg. Alors justement, continuons sur cette lignée. Vous m'excuserez pour mes petits raclements de gorge. J'ai un petit rhume, effectivement, mais on va essayer de mener au mieux l'émission. Marion Maréchal qui s'oppose à la GPA, ça a fait beaucoup de polémiques. Où est la maman, comme elle l'a très bien dit. C'est ce genre de choses qui fait que je ne regrette pas personnellement de soutenir Marion Maréchal. Ça fait énormément débat, puisque vous savez que comment je pourrais dire, l'intelligentsia, la doxa est favorable à la GPA. Donc peut-être que vous pouvez donner votre avis sur la GPA. Nous, au Parti de la France, évidemment, on est opposé à la GPA, c'est évident. Donc si quelqu'un veut réagir sur la GPA, c'est avec grand plaisir. Je vous laisse le micro. Sur la GPA, Marion Maréchal avait raison. Où est la maman? Et je voudrais rappeler aussi ce qu'a dit Guillaume Aguillet dans notre camarade, du Parti de la France, qui avait raison, qui dit qu'un enfant vient d'un père et d'une mère, et rien d'autre. Il a totalement raison. Parce qu'il faut pas oublier que la GPA, ça concerne que certains bobos privilégiés, tout simplement. Je sais pas si vous avez entendu l'autre taré de socialiste, là, Raphaël Glucksmann sur la GPA. Quand il dit que lui, il est pour la GPA quand elle n'est pas quand elle n'est pas commerciale. C'est quand j'entends ces gens-là, il est pour. C'est des gens qui sont dangereux pour notre pays. Faut pas oublier non plus l'autre là, comment il s'appelle, le ministre des Transports, là, Clément Beaune, qui a fait la promotion sur je sais plus quelle chaîne de la GPA. Voilà, enfin, à un moment donné, non, la GPA, on doit continuer à se battre pour que la marchandisation du corps des femmes doit rester totalement interdit, absolu dans notre pays. C'est comme le combat qu'on doit mener contre les dérives LGBT dans nos écoles. Mais ça, dans ce pays, de toute façon, quand on critique l'islam, on est taxé d'islamophobe. Quand on n'aime pas Aya Nakamura, on est raciste. Et quand on critique la GPA, on est taxé d'homophobe. Donc en fait, on peut plus rien dire. Même on peut rien dire même par rapport à tous ces obsédés du commerce d'enfants, dès qu'on dit quelque chose, ils s'excitent dans tous les sens pour défendre leurs idées complètement débiles. Absolument. Je vous laisse bien évidemment prendre la parole là-dessus. Moi, était très clair. ce que je voudrais ajouter sur le fait que Marion, justement, insiste ces derniers jours là-dessus, c'est très bien parce que justement, c'est ce qui va lui permettre de se démarquer un petit peu dans cette campagne, surtout par rapport au reniement national qui, lui, est complètement en phase avec les autres partis politiques du système sur ce sujet. Hein, ils ont même voté pour l'avortement dans la Constitution, je le rappelle. Donc voilà, Marion a raison sous le sens stratégique du terme, d'insister sur ces sujets-là. Je constate aussi du côté de Marion qu'elle défend quand même beaucoup de positions traditionnelles, hein, que ce soit sur la famille, sur les mœurs et toutes ces choses-là. Donc c'est très bien, c'est comme ça qu'on se démarque électoralement, c'est comme ça aussi nous qu'on le fait au Parti de la France également. Voilà. Après, est-ce que la GPA va être débattu au Parlement européen, je pense pas. Voilà, donc c'est un petit peu hors de propos. Pour moi, c'est un écran de fumée en fait dans cette élection européenne parce que pour moi, le vrai enjeu de ces élections européennes, c'est simple, c'est justement empêcher la fuite en avant que l'Union européenne et les institutions européennes ont amorcé notamment depuis le Covid en matière de restriction des libertés, notamment en matière de lois soviétiques, hein, en termes de restriction de la liberté d'expression. Hein, ça, je me référerai au commissaire, au funeste Thierry Breton, voilà, hein, qui d'ailleurs se targuait un peu il y a quelques mois qu'il allait se payer Elon Musk et Twitter, mais bon, je constate que depuis maintenant quelques semaines, il a revu ses projets à la baisse, hein, et qu'il a bien fermé son caquet, parce que bon, forcément, on bouge pas à la première fortune mondiale Musk comme on le veut. Hein, et puis surtout, je pense que Musk aussi a pas mal de dossiers sur Thierry Breton, et même sans aller jusqu'à là, on en a pas mal aussi. Hein. Thierry Breton, c'est comme l'homme qui a mis plus bas que terre France Télécom, c'est sous sa présidence de France Télécom qu'il y a eu énormément de suicides d'ailleurs, hein, dans cette société. C'est l'homme qui a mis des sociétés comme Atos presque au niveau de la faillite.
Donc voilà, où tous ces gens-là passent, et généralement ça se passe pas très bien, et ça se finit même très mal. Mais oui, pour moi, c'est revenir à nos boutons. Marion, elle parle de GPA, mais dans cette élection européenne, c'est clairement pas l'enjeu, quoi, malheureusement, quoi. Merci beaucoup Maxime pour votre intervention. Donc la GPA, ce ne serait pas l'enjeu. Je laisse bien sûr les autres invités, et s'ils veulent réagir, n'hésitez pas. Les bistrots du Parti de la France, c'est vraiment le type d'émission où il faut se déchaîner, où il faut vraiment y aller à fond. Je sais pas si je dois parler de la GPA. Allez-y, allez-y Thomas. Effectivement, il n'y avait pas d'enjeu pour les élections européennes, mais il était quand même bon de rappeler pour Marion Maréchal que la GPA est moralement inacceptable. On ne peut pas commercialiser le désir d'avoir un enfant. C'est pas acceptable. Donc, c'était une petite piqûre de rappel, et je pense que ça ne fait de mal à personne. Et on ne peut que soutenir ces propos, parce que c'est une des seules, en fait, sur la scène politique française à défendre ouvertement la tradition, hein, bien plus que le Rassemblement national. En tout cas, c'est tout à son honneur. Effectivement, je ne verrais pas Jordan Bardella tenir ce propos, pour être tout à fait honnête. Oh bah, Bardella, lui, il est à voile à vapeur, donc forcément, lui, ça peut l'intéresser à court ou moyen terme, la GPA. Parce que tu remarqueras une chose, Alex, les gens qui font la promotion de ça, j'ai l'impression qu'ils viennent tous de la même communauté, quoi. Ils ont tous, on va dire, le même penchant sexuel, j'ai envie de dire. Je pense que c'est une autre communauté, d'accord. Oui, c'est extrêmement. Moi, ça m'étonne à chaque fois. Tous les gens qui font cette promotion, les promotions de ces mœurs et de ces coutumes décadentes, hein, comme tout ce qui est LGBT, et tout, ça vient toujours des mêmes milieux. Bah forcément, lorsqu'on a une sexualité décadente, on ne peut que soutenir la décadence, ça va de soi. Évidemment. Voilà. Donc bon, après, on va essayer de pas dépasser, de pas rentrer dans les radars de la 17e chambre correctionnelle du TJ de Paris, mais voilà, je pense que nos auditeurs auront compris là où je veux en venir. Oui, effectivement, c'est très explicite. De toute façon, il y a une cohérence. Allez-y, Johan. Non, excusez-moi, j'avais cru que... Non, continuez. Continuez. Ça me fait rire. Excusez-moi. J'aimerais bien savoir ce que Arnaud en pense de la GPA, puis comment aux États-Unis la promotion de ces choses-là sont faites, par qui et par quelle tendance politique. Alors, déjà, moi, à la base, je suis personnellement contre la GPA, qu'elle soit gratuite ou payante, hein, pour reprendre l'idée de, comment il s'appelle, Glucksmann, c'est ça? Qui, lui, il est pour si elle est gratuite et il est contre si elle est payante. Moi, je suis contre dans tous les cas. Et ici, aux États-Unis, ça dépend des États, en fait, hein. C'est comme toujours, d'un État à l'autre, ça change du tout au tout. Je sais qu'il y a des États comme la Californie où c'est très poussé depuis très longtemps déjà. Je pense que c'était sûrement l'endroit pionnier pour la GPA et la GPA commerciale aussi, où il y a des gens qui littéralement louent une femme pour qu'elle soit enceinte et qu'elle ait la grossesse. Après, c'est toujours pareil. Hein, moi, je vois deux lobbies derrière. Bon, bien sûr, il y a le lobby LGBT pour des raisons évidentes, et puis aussi un lobby médical, parce que toutes ces procédures médicales coûtent assez cher, et il y a des cliniques qui sont spécialisées là-dedans. Donc, je pense qu'il y a aussi un intérêt financier qui se cache derrière tout ça. Oui, c'est possible. Hein. C'est possible qu'il y ait aussi un intérêt financier, pas uniquement de décadence morale pure. C'est possible. Il faudrait creuser. De toute façon, moi, je ne serais pas étonné, pour être tout à fait honnête, malheureusement, je ne serais pas très étonné que la GPA soit totalement légalisée, libéralisée et démocratisée un jour. Ça, malheureusement, on s'y attend. On s'y attend. De toute façon, c'est comme toutes les procédures médicales, par exemple celles liées au transgenrisme, etc. C'est des procédures qui coûtent énormément d'argent. J'étais tombé sur une interview de Dora Muto et l'ancienne Nana des Femen. Là, ils ont écrit un livre sur les transgenres et tout ça. Transmania. Voilà, c'est ça. Non. Et elle mentionnait dans une interview que c'était 100 000 euros la transition, les frais médicaux de chirurgie esthétique et tout ça. Donc derrière, il y a forcément une industrie
qui est là à plébisciter ça aussi, parce que c'est quand même des clients, c'est quand même des belles sommes aussi. 100 000 euros une transition, forcément, il y a des intérêts financiers derrière tout ça aussi, que je pense qu'on sous-estime souvent en mettant en avant l'idéologie, mais je pense qu'on sous-estime aussi les intérêts financiers qu'il y a derrière, Les souvent. lobbies pharmaceutiques, Arnaud. Les lobbies pharmaceutiques, comme pour le Covid, c'est la même chose. Hein. C'est derrière tous ces traitements médicaux, c'est les laboratoires qui en tirent profit. Bah, tout à fait, surtout que je rappelle qu'en France, parce que peu de gens, enfin peu de gens le savent, c'est de plus en plus connu, mais tous les soins entre guillemets, qui concernent la transition sont remboursés intégralement, voilà, par la Sécu. Intégralement. Donc ça implique tout, hein. Ça implique la prise d'hormones, ça implique les rendez-vous chez le psy, ça implique les opérations, bien évidemment, qui sont plus onéreux. Ça implique tout. Ça s'applique à tout et c'est assez grave parce qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de soins en France qui ne sont pas remboursés et qui sont des vrais handicaps. Des vrais handicaps comme je pense, par exemple, je sais pas moi, aux maladies relatives au 10, la dyspraxie, l'ergothérapie n'est pas remboursée. Les soins dentaires ne sont pas intégralement remboursés non plus majoritairement. Donc c'est un peu bizarre. C'est un peu étrange de voir que, l'opération trans est 100 remboursée, mais pas des vrais handicaps et des vraies maladies. C'est un peu étrange. Enfin, c'est un peu étrange, c'est un peu incohérent, mais on n'est plus à une incohérence près au sein de la Ve République, je crois. C'est pas de c'est de la cohérence financière, c'est de l'intérêt financier, mon cher Alexandre. De toute façon, je pense que on a tous vu pendant le Covid la collusion qu'il y avait entre les politiques et les laboratoires pharmaceutiques. Voilà, il suffit de regarder les contrats d'achat de vaccins qui ont été passés au niveau de l'Union européenne, qui sont aujourd'hui caviardés. Hein, le peu de personnes qui a pu consulter ces contrats, les contrats étaient intégralement caviardés, donc en gros on pouvait rien voir, hein, tout ce qui était important, on ne pouvait pas le voir. Et d'ailleurs, il y a eu des députés qui ont demandé à ce que ces contrats soient publiés. Il y a des gens il y a des députés qui ont voté pour et d'autres contre. Il me semble qu'il y a une large majorité contre, donc ça veut dire qu'il y a une énorme collusion là-dedans. Voilà. D'ailleurs, il y a des journalistes indépendants qui ont enquêté sur le sujet et qui ont démontré justement les conflits d'intérêts entre les labos pharmaceutiques et les hommes politiques, notamment pendant la période du Covid. Donc aujourd'hui, c'est pas étonnant de transposer ça, enfin de retrouver transposer ça, pardon, au niveau du transgenrisme, et de tous comment dire ces trucs décadents qui sont mis en avant justement pour déconstruire l'être humain de demain, quoi. Parce que c'est ça le but, c'est la déconstruction de l'être humain à terme. Absolument, déconstruction même de l'humain et de toute la culture, j'ai envie de dire chrétienne et catholique. Évidemment, C'est tout ce bien qui sûr. va, tout ce qui va avec, bien entendu, ça c'est clair. Voilà, tous les fondements de notre civilisation. Et justement, continuons à parler de Transmania, si vous le voulez bien. Transmania, donc, qui est un livre édité par Oberton et Marceau. Donc, c'est un livre qui fait scandale, vous l'avez très bien dit, qui a de très mauvaises notes, je crois, de très mauvaises critiques sur les sites Sens Critique, etc. Non pas pour la qualité du livre. Moi, je n'ai pas lu le livre, donc je ne vais pas juger de la qualité du livre. Mais quand on voit les commentaires négatifs, clairement, c'est un positionnement idéologique. On ne critique pas du tout la qualité de l'écrit, on critique la position, qui n'a rien à voir. Donc ce livre, moi je ne sais pas, peut-être que je me le prendrai, c'est possible. Il fait pas partie, comment je pourrais dire, de ma liste à lire en priorité, mais ça peut m'intéresser parce que ça va dénoncer les déviances sur les transsexuels, ça va dénoncer par exemple le taux de suicide, ça va dénoncer comment se passe la transition, les pressions, les influences. Donc il y a des choses très intéressantes dans ce livre. Donc peut-être que j'ai pas de lien affilié, je suis pas en partenariat avec eux, mais je vous conseille d'approfondir ce livre si ça vous intéresse. Parce qu'il faudrait faire une émission sur les trans un jour. Je crois qu'on en a pas fait encore. Ça peut paraître étonnant. Je pense pas qu'on ait fait d'émission sur les trans. Il faudrait qu'on en fasse. On en fera. Donc peut-être que vous, mes chers invités, peut-être que vous êtes des lecteurs d'Oberton et des BD Marceau. Donc si vous voulez nous dire ce que vous pensez de ces personnages, pardon, je vous invite à le faire. Après, c'est un livre que je vise à acheter parce que, bah, déjà, malgré les critiques, hein, il est quand même numéro 1 des ventes, hein, sur Amazon, si je me trompe pas. Et bien sûr, il s'attaque à un sujet interdit, hein. Mais ça prouve, a priori, le peu de retour que j'ai, c'est que ça prouve, que l'idéologie transgenre s'infiltre partout, hein. Ils ont quand même dans ce livre, ils ont donné, la parole à des personnes qui sont trans, qui s'opposent complètement à l'idéologie transgenre, à qui on ne donne jamais la parole, en fait. Donc je pense que ça peut être intéressant
de savoir et dans ce livre, ils ont pu s'exprimer à travers ce livre tout simplement. Mais c'est aussi un moyen aussi de dire, de protéger nos enfants, de protéger, toutes les personnes, voilà. Je pense que c'est aussi un cri d'alerte, parce que cette idéologie, est dangereuse pour l'ensemble de plein de choses dans notre pays tout simplement. Absolument, absolument, je suis d'accord avec vous. Si un autre invité, je sais pas, par exemple, imaginez, il y a votre enfant, 13-14 ans, il vous dit que c'est un fils, c'est un enfant, c'est un homme, et il vous dit qu'il se sent femme. Quelle est votre réaction? Comment est-ce que vous allez guider cette personne? Enfin, cette personne, votre enfant en l'occurrence. Il faut une grande claque dans la gueule. Ah, moi, c'est pareil, une grande tartine, le remettre droit direct. Et de péter Ouais, dans oui, la tout à gueule. fait. Une bonne claque de bon fonctionnement, comme on dit à l'armée. Et puis après, je lui explique la vie en lui exposant également les évangiles, hein. C'est très important. Mais oui, une bonne claque dans la gueule, je pense que ce sera la première chose à faire. Personnellement, j'essaierai de trouver les gens qui l'ont influencé. Parce Parce que de qu'effectivement, il y plus a en forcément des... il y a de plus en plus d'influence qui provient du milieu de l'éducation nationale. Et je pense que c'est très important. Les parents doivent être au courant de tout ça, de ce qui se passe. Vous avez, Absolument. vous avez déjà entendu parler, par exemple, ici aux États-Unis, des drag queens dans certaines bibliothèques, dans des villes de gauche, etc., qui font les lectures aux enfants, etc. La plupart du temps, en fait, ça se fait sans que les parents soient au courant. Et Oui, ça, parce c'est qu'ils ont infiltré les milieux. En Oui, tout France, à fait. ça commence à arriver en France, hein. C'est Oui, oui, également le cas. c'est le cas en D'accord. France également, hein, tout à fait. Ça vient petit à petit. Et oui, il y en a aussi chez nous, malheureusement. Bah écoutez, moi je sais pas comment je réagirais. Je me rappelle que j'avais eu un débat avec un... C'était quand j'étais... Je crois que c'était quand j'étais au Parlement des étudiants, il me semble. Au Parlement des étudiants où j'ai été exclu 2 fois à vie d'ailleurs. Au Parlement des étudiants, à un moment donné, il y avait une gauchiste qui m'a dit imagine, ton enfant t'annonce qu'il est homosexuel, quelle serait ta réaction? Moi j'avais pris le micro, j'avais dit mon fils ne sera pas homosexuel parce qu'il sera éduqué. Ça n'a pas plu. C'est pas pour ça que j'étais exclu pour d'autres raisons plus... pas plus radicales finalement, j'avais juste été exclu, je me rappelle, c'était pendant la période Covid, vous savez. Et j'avais dit s'il fallait se vacciner contre les dangers de la France, et les dangers qu'il y a en France, il ne faut pas se vacciner contre le Covid, mais il fallait se vacciner contre l'islam. Et j'ai été banni juste pour ça. J'ai trouvé que c'était un peu abusé. Parlons de l'agriculture maintenant. Parlons de Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, qui a été convoquée par la police à cause d'un communiqué, un communiqué de presse, dont je pourrais dire, il n'était pas pro-israélien. On peut même plutôt dire qu'il était pro-Palestine et Hamas. Alors moi, je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. Je suis pour la liberté d'expression. Ce n'est pas Arnaud ici présent qui va être choqué par ce propos, il défend également la liberté d'expression vu qu'il est dans un pays où la liberté d'expression existe encore. Et moi, je sais pas. D'un autre côté, je ne suis pas forcément pour l'idée de soutenir des groupes reconnus comme terroristes par l'État français, mais de l'autre, être convoqué pour un communiqué de presse alors que c'est une position géopolitique qui va contre les conventions sociales, ne devrait pas non plus être le sujet de problématiques judiciaires. Donc je ne sais pas quel est votre avis là-dessus sur la convocation de Mathilde Panot. Bon, écoute, moi je suis scandalisé par cette convocation, parce que bon, même si ça concerne, pas parce que ça concerne Madame Panot, hein, je suis scandalisé par le procédé. Parce que il faut savoir que dans nos milieux aussi, on a beaucoup de gens aussi à qui c'est arrivé des convocations à la police judiciaire, notamment pour des commentaires sur Facebook ou même des propos tenus dans ce genre d'émission qu'on est en train de faire actuellement. Et donc aujourd'hui, notamment depuis maintenant 2 ans, je constate quand même un resserrement de l'État. D'ailleurs, même le garde des Sceaux s'en était pas caché, hein, en disant qu'ils allaient renforcer le contrôle sur les réseaux sociaux, sur les propos qui pouvaient être tenus aussi dans les médias et qui pouvaient être diffusés dans la sphère publique. Et aujourd'hui, justement, on assiste donc de plus en plus à des convocations qui sont politiques, tout simplement. Et j'en veux aussi pour preuve la dernière, c'est chose qu'on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est l'arrestation de Marc Doyer.
Voilà, c'est une personne dont je crois sa femme est décédée due au vaccin. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il prétend. Et comme il avait fait la campagne de Macron, il avait le numéro de téléphone portable de Macron. Voilà, apparemment, il lui a laissé un message, a priori assez véhément, mais sans aller jusqu'aux menaces. Et justement, on lui a reproché d'avoir proféré des menaces de mort contre le président de la République. Et d'ailleurs, il n'en était rien, puisqu'il a été relâché au bout de 24 heures. Et justement, les juges l'ont relâché parce qu'il n'y avait aucun élément probant qui portait ces accusations, en tout cas, les accusations qu'on avait proférées contre lui. Donc, je constate comme une fuite en avant des autorités aujourd'hui, notamment sur des sujets brûlants. Donc Israël, bien entendu, le conflit entre Israël et les Palestiniens en fait partie. Voilà, et puis il ne s'agit pas de faire l'apologie du Hamas ou d'autres organisations qui combattent l'État hébreu. Et là-dessus, je pense que Madame Panot a quand même nuancé ses propos, hein, mais voilà, demain, ça pourrait arriver à des gens du Parti de la France, à des gens de la même tendance que nous, et donc moi je me réjouis pas de cette convocation-là, même si ça touche une cadre de LFI, bien entendu, mais voilà, il faut pas se réjouir du malheur de nos ennemis politiques, surtout quand ils sont totalement affondés et que c'est totalement des convocations de police totalement arbitraires et purement politiques sur le fond, et puis qui dénoncent aussi une certaine, enfin ça démontre en tout cas une certaine influence sur les hommes politiques français depuis maintenant plusieurs années. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques qui avaient été dans notre sphère du pouvoir on avait parlé avec des mots, on va dire, assez bien choisis. Voilà. D'ailleurs, je rappelle que Jean-Marie Le Pen aussi a été diabolisé aussi pour ses positions pro-palestiniennes par le passé. Voilà, ça et aussi c'est certains propos qu'il avait tenus notamment sur la communauté juive. Mais donc voilà, ce qui démontre quand même une certaine influence de certains lobbies justement au niveau des hautes strates de l'État français et du pouvoir judiciaire en tout cas. Moi, sur Mais Mathilde Panot, je voudrais juste faire une touche d'humour. Je pensais que suite à cette convocation, elle aurait fait une grève de la faim pour se sacrifier pour ses frères gazaouis, simplement. C'est grossophobe, ça. Non, mais moi aussi, j'ai fait une blague sur son. Ouais, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Maxime. Je suis complètement d'accord avec lui. On ne peut pas se réjouir dans aucun cas de restriction de la liberté d'expression. Même si c'est des gens comme Mathilde Panot qui sont des adversaires politiques et avec qui on n'est pas d'accord. Mais j'ai noté une chose, c'est que tout ça montre qu'il y a un vrai resserrement de la liberté d'expression en France, vraie tentative on est au-delà de l'encadrement de la liberté d'expression, c'est quasiment la fin de la liberté d'expression, puisque bon, il y a cette affaire avec Mathilde Panot pour un communiqué de presse qui ne semblait pas très très virulent. Donc il y a 5 à 10 ans, ça n'aurait pas prêté à ce genre de convocation. Bon, ensuite, il y a l'affaire de Marc Doyer que Maxime mentionnait. Mais moi, je veux vous mentionner un truc que j'ai vu cette semaine, c'est qu'il y a eu la présidente de France Télévisions qui était invitée sur une chaîne de télé et où elle expliquait calmement mais nous, on n'invitera pas une seule personne qui est climato-sceptique. Voilà. Donc, le service public payé par les contribuables français, qui est censé représenter la société française, décide, voilà, si vous êtes climato-sceptique ou si vous n'êtes pas dans la doxa du réchauffement climatique, vous ne serez plus invité purement et simplement. Et tout ça montre bien qu'il y a un resserrement sur la liberté d'expression, hein, que ce soit par des pressions, comme dans l'affaire Panot ou Doyer, ou que ce soit comme ça par des manœuvres où on décide carrément d'exclure du champ médiatique des gens en fonction de leur positionnement politique. Puisque ne pas être un fanat de la théorie du réchauffement climatique, ça n'est quand même toujours à ce moment où je parle, ça n'est toujours pas illégal. Donc, je vois pas au nom de quoi on empêcherait les gens de venir à la télévision. Puis il faut dire qu'en ce moment, les pro-réchauffistes n'ont pas beaucoup d'arguments à se mettre sous la dent parce qu'avec le temps qu'il fait en France, même moi j'étais dans un pays il y a 3 jours où il est censé déjà faire plus de 30 degrés à ce moment de l'année. On en était très loin et déjà même quand j'ai repris l'avion mercredi, il tombait des cordes pour vous dire. Alors que là-bas c'est quand même très rare. Voilà, en tout cas c'est pas très courant.
Et là, donc aussi, à ce qui s'est passé à Dubaï aussi ces derniers jours aussi. Donc, faut dire que je comprends entre guillemets la position des gens qui défendent le réchauffisme, le changement climatique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les événements ne leur donnent pas raison et le narratif ne prend pas. Moi, je le constate quand même autour de moi, même sur des gens qui sont pas politisés, qui sont, on va dire, des normies. Ce narratif a beaucoup de mal à prendre. Voilà, et c'est plutôt très bien parce que de toute façon, moi je donne ma position qui est très claire là-dessus. Aujourd'hui, les gens qui prônent toutes ces thèses-là de réchauffement climatique et toutes ces choses-là, c'est tout simplement derrière pour propager, enfin c'est-à-dire pour instiller une nouvelle idéologie, on va dire, de contrôle de la population et aussi pour intégrer aussi de nouvelles taxes, notamment les bonus-malus écologiques sur les voitures, la taxe carbone, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est le fondement de tout ça, c'est instaurer des nouvelles taxes et des nouveaux impôts pour encore mieux spolier les Français. Tout à fait. De toute façon, tout fonctionne en fait par la peur et la dissuasion. Comme d'ailleurs on vient de le voir avec Mathilde Panot, où on la dissuade justement d'exprimer son opinion qui va à l'encontre de la norme imposée par l'État. Ben, c'est exactement la même chose avec le réchauffement climatique en fait. Mais tout à fait. Comment je peux rajouter? Excusez-moi, hein, j'ai vraiment un rhume en ce moment, donc j'essaie d'animer au mieux. Mais je suis totalement d'accord et je suis d'accord avec vous. Et effectivement, la persécution. Bon, alors, il y a des limites, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis pour considérer que les fédérations Antifa devraient être classées comme terroristes. Donc, pour la liberté d'expression, oui, évidemment. Mais quand elles sont là pour des actions anti-françaises et antinationales et violentes, là, par contre, je dis stop, quoi. Donc, oui, voilà. Et c'était Trump, je crois, Trump qui avait considéré les fédérations Antifa comme terroristes. Donc moi, je suis plutôt pour ça. Mais là, dans le cas de la France insoumise qui fait un communiqué, qui se fait perquisitionner, garde à vue, etc. Bon, bah, c'est quelque chose que notre camp connaît malheureusement trop bien, et c'est quelque chose dans lequel on doit être, je veux pas dire, oui, on va dire solidaire, parce que nous dénonçons cette persécution gouvernementale. Après, je suis pas sûr que demain, Mathilde Panot et moi, on fera une émission ensemble. Mais voilà, on doit pas s'en réjouir, ça c'est clair. Je suis d'accord avec vous. Et sur, je sais pas si on Oui, va en parler, allez-y. Alexandre, sur l'extrême gauche, enfin sur la France insoumise. Je sais pas si on va en parler aujourd'hui, Sciences Po, par exemple, ce qui s'est passé à Sciences Po aujourd'hui. Je sais pas si c'est dans les sujets de discussion, mais je sais pas si Ça vous fait avez vu partie, ça fait partie des sujets, mais allez-y, on peut l'aborder maintenant, parce ça me qu'il y dérange pas. a Rima Hassan là, qui a appelé au soulèvement. Là, je sais pas si vous avez vu devant Sciences Po, là, bah, qui a été aussi condamnée pour apologie du terrorisme. Je crois qu'elle a été convoquée aussi, elle, dans la même lignée que Mathilde Panot. Que voilà, que en gros, toutes ces pourritures-là là, qui étaient devant Sciences Po, s'ils veulent vraiment un soulèvement, qu'ils aillent en Palestine, simplement. Hein, et puis qu'ils emmènent Rima Hassan avec, et puis tous les insoumis, tous les débiles mentaux d'insoumis avec eux, tout simplement. Et puis s'ils veulent pas aller là-bas, comme le disait Thomas Joly dans un communiqué, si je me trompe pas, quand est-ce qu'on va leur taper sur la gueule à coup de tonfa et de LBD? Parce qu'on n'a pas loupé les gilets jaunes, hein, je cache, les forces de l'ordre se sont bien acharnées sur les gilets jaunes. Donc pourquoi on ferait pas la même chose pour dégager ces sales merdes de Propalos et parce qu'il y avait aussi des Israéliens, si je crois, je me trompe pas. Donc voilà. Donc à un moment donné, moi, puis moi Sciences Po, je peux être un peu radical, mais moi je suis pour la fermeture et raser complètement ce dépotoir à merde. Et Sciences Po, c'est la seule solution, tout simplement. Je dirais Ah même bah, Sciences Vivian, moi Po. je vous suis, hein. Allez-y. Oui, oui, Vivian, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Il n'y a pas de souci. Quand ça partira comme ça, je vous suis directement. Absolument. Oui, oui, bon, on défend la Palestine, d'accord, mais allez défendre en Palestine. Allez-y, quoi. J'ai dit ça, mais pareil pour Israël. Hein. De toute façon, la plupart des gens qui défendent la cause palestinienne en France n'ont aucune notion de ce qu'est la Palestine. Ils ont d'ailleurs pour beaucoup jamais mis les pieds. Voilà, et ils n'y mettront jamais les pieds. Ils défendent cette cause-là par intérêt électoral, car on sait très bien aujourd'hui que la plupart des musulmans de France, notamment, défendent cette cause palestinienne par, on va dire, par contre, on va dire, c'est le même peuple, hein, donc voilà, solidarité religieuse et communautaire, voilà, donc ils le font par intérêt électoral. C'est le cas de FI totalement. Hein, il suffit de regarder le pourcentage de musulmans qui votent pour FI pour s'en convaincre. C'est l'électorat musulman et le fonds de commerce de la France insoumise. Voilà, donc ils le font juste pour ça.
Alors, les musulmans qui sont, comment dirais-je, qui ont été chercher l'information, qui ont creusé le truc, le savent très bien. Mais par contre, les, les musulmans, on va dire un peu plus normites et tout, eux se font avoir par ces escrocs de la politique que sont la France insoumise. Voilà. Donc, et de toute façon, ils en ont rien à faire. Demain, si la bande de Gaza est complètement démantelée par les autorités israéliennes, que Gaza est complètement rasée et toute sa population génocidée, ça ne changera rien pour eux. Ils pousseront juste des cris de haut frais dans la sphère médiatique, et puis ça n'ira pas plus loin que ça. Un petit communiqué, un petit peu piquant pour dire voilà, aux musulmans, aux Palestiniens, on est avec vous, mais ça va leur en toucher une sans faire bouger l'autre. Voilà, il faut être clair là-dessus. Voilà, moi, même moi qui me rends très régulièrement au Liban, parce que le Liban a le même ennemi que les Palestiniens, en l'occurrence, je peux vous assurer que ce que les pro-palestiniens, notamment au niveau politique en France, racontent est complètement, ils sont complètement à la ramasse par rapport à la réalité du terrain en tout cas. Voilà, donc c'est aujourd'hui en Palestine d'ailleurs aussi, il y a un petit peu de chrétiens aussi, et les chrétiens sont autant bombardés que les populations musulmanes. Donc et aujourd'hui d'ailleurs Israël aussi cherche à s'en prendre au Liban. Voilà, et d'ailleurs les guerres civiles qu'il y a eu aussi au Liban par le passé, on sait que en coulisses, enfin en tout cas en sous-marin, que Israël a aidé aussi à ces conflits civils qu'ont gangréné le Liban dans les années 70-80 en l'occurrence, à pousser certaines factions, certaines franges au Liban pour qu'il y ait cette guerre civile qui a duré très longtemps et qui a mis à plat ce beau pays qui était qui était la Suisse du Moyen-Orient d'ailleurs dans les années 60. Et donc voilà, et ça, vous inquiétez pas, les gens de la France insoumise vous le diront pas ces choses-là. Hein. Voilà, ils vous disent ce qu'ils ont juste envie de vous dire, et puis ils le font surtout par intérêt électoral. C'est ça que je veux appuyer là-dessus, parce que c'est vraiment pour ça qu'ils le font, hein, uniquement. Hein. Et tout à fait. Et d'ailleurs, Maxime, pour revenir sur tes propos, lorsque tu disais que les musulmans soutenaient la Palestine en France, c'est exact. Mais il faut pas oublier non plus tous les wokistes, les LGBT de la France insoumise qui soutiennent bec et ongle avec acharnement la Palestine. Mais moi, j'invite ces gens-là, ces messieurs dames, enfin messieurs dames non, parce qu'ils n'acceptent pas la binarité, mais je les invite à aller en Palestine et à combattre aux côtés du Hamas. Non, parce que en fait, il faut s'imaginer des LGBT, des gays en Palestine avec un drapeau. Hein. Je pense pas qu'ils tiendraient plus d'une heure, honnêtement, hein, sans être lynchés ou sans être tabassés. Donc c'est complètement aberrant en fait de soutenir la Palestine en étant de ces bords-là. En fait, ça n'a pas de sens. De toute façon, même les Palestiniens n'en voudraient pas. Ils diraient Ah bah non, qu'est-ce que c'est de ces ovnis qui débarquent là? Qu'est-ce que c'est de ces les gens? les rues de Palestine sont déjà assez encombrées de déchets, c'est pas pour en rajouter. Évidemment. Mais moi, ce que je voulais faire une remarque, c'est sur le fait que dans les grandes écoles, ou plus exactement dans les universités qui sont réputées au niveau international, on voit qu'il y a vraiment des nids de gauchistes. Parce que quelqu'un mentionnait Sciences Po Paris il y a quelques minutes. Et en fait, ici, on a le même aux États-Unis, par exemple, avec l'université Columbia à New York, qui est bloquée par les pro-palestiniens depuis plusieurs semaines. Et où on en arrive à un tel point que l'université ne fait plus rentrer les professeurs de confession juive à l'intérieur des locaux pour répondre aux pressions des étudiants pro-palestiniens. Et en fait, les profils sont similaires. En fait, c'est ce qu'on peut appeler des gosses de riches, en fait, qui sont jeunes et très très à gauche. Et c'est assez marrant de voir que dans les écoles d'élite partout dans le monde, c'est le même profil d'étudiants gauchistes qu'on retrouve à chaque fois. Et donc, avec toutes les cartes qui vont avec, pro-palestinien, pro-LGBT, pro-ceci, anti-cela. C'est toujours les mêmes profils qu'on retrouve à l'international. Et ça, je trouve ça assez amusant. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder l'émission que j'avais faite il y a quoi? Il y a 2 semaines? Une semaine. Iran versus Israël. Déjà 1500 vues d'ailleurs, je vous remercie. Émission qui résume parfaitement la situation. Concernant, moi je vous invite à passer directement à la suite. Et la suite, c'est le message suivant. Oui, les musulmans, on parlait un petit peu de ça, donc c'est lié, la transition elle est toute faite.
Ceux qui soutiennent également la Palestine sont bien évidemment musulmans. Il y a aucun mal à soutenir la Palestine en soi, hein. Moi, je rappelle que la France a choisi la neutralité, mais on va parler vraiment d'une segmentation des personnes qui sont pour la Palestine. Les musulmans votent à gauche à 90% et plein de musulmans menacent de quitter la France parce que la France serait trop à gauche. Voilà ce qu'on peut y trouver sur les réseaux sociaux notamment. Évidemment, c'est une menace en l'air, je pense que vous vous en doutez. Les musulmans ne quitteraient jamais la sacro-sainte CAF, bien évidemment. Les 5 piliers des aides sociales. Donc non, ces menaces sont malheureusement fausses. Moi, je les encouragerais à repartir, je les encouragerais à quitter la France, mais ce sont des menaces malheureusement en l'air. Vous avez peut-être vu, hein, ce genre de message sur les réseaux. Non, vous avez jamais vu ça? Oui, la France, c'est un pays de LGBT et d'homosexuels. On va quitter la France, on va partir. Vous allez voir les Français, vous serez mal sans nous. Vous avez jamais vu ce genre de message? Pas qu'ils se barrent, j'ai envie de dire, hein. S'il faut les aider en payant des avions et des bateaux, je suis prêt à le faire, tout simplement. Mais pour revenir à ce que tu disais, Alexandre, sur le vote, les intentions de vote aussi pour les élections européennes, je sais pas si vous avez vu, 38% pour la liste de Manon Aubry, la liste de la France islamiste. Tout simplement, il n'y a rien d'étonnant, hein. Pour moi, c'est un vote musulman, c'est un vote communautaire, tout simplement. N'oublions pas qu'en 2012, si je ne me trompe pas, 93% des musulmans, ils ont voté pour François Hollande au deuxième tour. Donc voilà, c'est un vote en bloc, un vote communautaire tout simplement. Donc voilà, la France islamiste drague ouvertement le vote musulman, c'est pas une surprise, c'est avéré depuis des lustres tout simplement. Donc il y a rien d'étonnant. Mais voilà, pour te dire, oui, s'ils veulent se casser de la France, bah qu'ils se barrent, ça fera pas une perte. Oui, absolument. Là, c'est vraiment le moment où il faut se lâcher. Là, on parle de remigration. Allez, les invités, on y va. Lâchez-vous. Bon, écoute, moi, mon avis là-dessus est un petit peu plus nuancé, même si je vais parler qu'une infime minorité. C'est sûr que les musulmans, comme notre ami Farid Smaï, c'est sûr que eux, comme ils voient l'état de la France actuellement, oui, ils ont mal. Ça, je peux le comprendre. Voilà, et j'en connais d'autres aussi de confession musulmane qui sont à peu près le même profil que notre ami Farid Smaï, qui pensent aussi la même chose. Mais c'est vrai que quand tu le dis si bien, Alex, c'est sûr que aujourd'hui, les musulmans en France, surtout ceux qui touchent la CAF, les allocations familiales, toutes ces choses-là, c'est sûr qu'ils n'ont pas trop d'intérêt à repartir dans leur pays d'origine, parce que le problème, c'est aussi que là-bas, ils seraient aussi maniés à la trique, hein. Voilà, hein, moi j'ai été il y a quelques jours en Tunisie, c'est vrai que là-bas, bah, il n'y a pas d'aide, hein. Si là-bas vous ne travaillez pas, même si vous ne faites pas un job mal payé, vous ne pouvez pas vous nourrir, vous ne pouvez pas vivre. Voilà, et puis les salaires sont extrêmement bas. Voilà, même si la vie, bien entendu, est beaucoup moins chère que la France, c'est clair. Mais voilà, c'est là-bas d'ailleurs, j'ai été aussi surpris par le nombre de migrants qu'il y avait, de migrants venant d'Afrique subsaharienne. Bah, là-bas, les migrants, comme par hasard, ils sont obligés de travailler. Voilà, ils ramassent les poubelles, ils nettoient les rues. Voilà, pour essayer de gagner quelques dinars. Alors qu'en France, dès qu'ils arrivent, on leur donne tout. Voilà, donc c'est sûr que si demain en France on réduit drastiquement la politique sociale et pour toutes les politiques d'aide, notamment aux immigrés et tous ces gens s'y afférents, je pense que oui, beaucoup partiront. Ils partiront d'eux-mêmes parce qu'ils ne verront plus justement le gain justement à être là. Voilà, donc après ils partiront où ils voudront, bien entendu, mais aujourd'hui le problème de la France, c'est bon, certes il y a un problème de contrôle aux frontières, il y a peut-être aussi un problème de laxisme au niveau des visas, de la nationalité et enfin, obtenir des papiers et la nationalité et toutes ces choses-là, mais le problème numéro un, l'aspirateur, comme disait Jean-Marie Le Pen, c'est la politique sociale. Voilà, si demain on stoppe tout ça, d'ailleurs ça fera des économies et l'État en a bien besoin. Donc si on stoppe toutes ces choses-là, je pense que oui, beaucoup partiront d'eux-mêmes. Voilà, surtout aujourd'hui, c'est le prix des billets d'avion pour aller au bled, c'est pas insurmontable. Voilà, donc et en plus de ça, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui doivent repartir. Je suis sûr que les compagnies, notamment certaines compagnies comme Royal Air Maroc, Air Algérie, Tunisair et j'en passe, feront des prix pour rapatrier leurs compatriotes. Hein, je pense qu'il y aura un patriotisme justement pour aider, pour s'entraider et ça n'en fera que du bien. Voilà, mais bon,
faut dire ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans qui pensent réellement que la France va à volo, c'est des gens qui ne font pas parler d'eux. Voilà, c'est des profils à la Farid Smaï, c'est des gens qui sont intégrés ici, qui pour rien au monde ne retourneraient d'ailleurs dans le pays d'où ils venaient, quoi. Sont assez Ouais, protégés aussi par notre justice. Si je le vois, je prendrai juste un exemple, et après je te donnerai la parole, Thomas. Je prendrai juste un exemple dans ma ville là, un migrant marocain, sous OQTF, il a essayé de voler dans la mairie de ma ville. Il a explosé des voitures pour soi-disant essayer de dormir dans une voiture. Le mec, il a pris que 4 mois de prison avec sursis. Bien sûr, merci les juges rouges, hein, les serpillères, la justice serpillière, tout simplement. Le mec, il s'est même pas présenté, au tribunal. 4 mois avec sursis, il est en liberté, il peut recommencer quand il veut. Et puis voilà, ça sera quoi la prochaine fois? Il va planter des gens sur la place publique. Enfin, à un moment donné, voilà, quand j'entends Darmanin qui n'expulse pas les OQTF, enfin, vivement le parti de la France au pouvoir, aux commandes de ce pays, pour dégager immédiatement tous ces OQTF qui n'ont rien à foutre sur notre territoire, tout simplement. Et absolument, absolument. Bah, de toute façon, le Parti de la France, vous savez, moi j'ai décidé de créer, je soumettrai l'idée au prochain BP, au prochain bureau politique du Parti de la France. Il faut distinguer plusieurs types de remigration. Parce que remigration, ça veut un peu tout et rien dire en fonction de qui l'emploie. C'est-à-dire que pour certaines personnes, la remigration, c'est renvoyer les personnes sous OQTF. Ok. Pour d'autres personnes, la remigration, elle est littérale, c'est-à-dire on ne remigre que les immigrés. C'est-à-dire que pour remigrer, il faut avoir migré. Ok. Donc la remigration, il y aurait la remigration légale, la première, la remigration politique, la seconde, et la troisième, ce serait le concept que je veux mettre en avant, la remigration absolue. La remigration qui consisterait à non seulement renvoyer effectivement les immigrés extra-européens, mais aussi leurs descendants. Parce que ce n'est pas parce que votre père est algérien, enfin vos deux parents pardon sont algériens ou vos grands-parents sont algériens que vous êtes français, ça ne marche pas comme ça. Donc remigration absolue. Il faudrait rajouter le absolu, c'est très important. Parce que évidemment, en fonction de qui emploie ce mot, ça ne veut pas du tout dire les mêmes chiffres. Est-ce qu'on parle de 5000 personnes, c'est-à-dire les personnes étrangères sous fichier S, ou 5 ou 10 000, je n'ai plus les chiffres en tête, je parle seulement des personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui sont fichier S, parce que les fichiers S tout court, on est à beaucoup plus que 5000. Est-ce qu'on parle que des personnes qui ont migré ou est-ce qu'on parle effectivement de population de diaspora plus globale? Donc il faut préciser les termes. Donc nous, la remigration, bien évidemment que nous sommes en faveur, c'est même notre fer de lance, et il est absolument hors de question que des Abdel, des Karim, etc., qui disent vouloir quitter la France, il est hors de question qu'on leur laisse cracher sur la France sans les aider à accomplir leur objectif. Nous sommes charitables, nous sommes généreux, nous leur donnerons les moyens de mettre leur exécution, de mettre à exécution leur menace. J'ai plus que deux actualités, chers amis. Alors, je commence par la rigolote ou celle qui me sature? Allez, on va commencer par la rigolote. Marine Le Pen à Mayotte, déguisée en griotte africain, vous avez dû voir ça. D'ailleurs, c'est formidable parce que Marine Le Pen, elle est hyper appréciée à Mayotte. Moi, j'ai envie de dire aux Mahorais, gardez Marine Le Pen, vous rendriez un grand service pour la France. Vous avez dû voir ces images? Ouais, c'est Marine Le Pen. Bon, bah écoute, oui, bah, de toute façon, que pouvons-nous attendre d'autre d'une poissonnière alcoolo-tabagique? Franchement, elle est dans son élément. Je vais te dire, là-bas, en plus de ça, elle doit apprécier l'alcool des îles, tout le planteur, le rhum, tous ces trucs-là, je suis sûr qu'elle apprécie fortement, Marine. En tout cas, c'est inscrit sur sa tête. Hein, et puis bon, bah, comme tu sais très bien, Alex, j'ai quelques informations là-dessus. Hein. Voilà, donc, et d'ailleurs, même il y a quelques années, Canteloup, dans ses imitations, s'en était amusé d'ailleurs du penchant alcoolique de Marine Le Pen. Mais non, mais voilà, elle est dans son élément. D'ailleurs, c'est comme elle faisait aussi sa campagne dans le Nord, Hénin-Beaumont, on la voyait déambuler dans les rues d'Hénin-Beaumont, aller taper au carreau des fenêtres des habitants d'Hénin-Beaumont. Enfin, c'était le cliché, mais c'était tout à fait parfait. Hein, ça correspondait vraiment à ce qu'est Marine Le Pen dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est-à-dire une bonne femme à chat, poissonnière, alcoolo-tabagique. Voilà. Et donc oui, c'est très marrant. Voilà, ça me fait penser à certains sketchs de Laurent Gérard aussi, sous les compiles créoles de Jean-Marie Le Pen et toutes ces choses-là. Tout va ensemble en fait. C'est incroyable. Mais le pire, c'est qu'elle a cette image du beauf, en fait. Elle s'appelait au boomer. C'est ça qui est inquiétant.
c'est que Oui. la bonne femme alcoolique, tabagique, déguisée en Caraba la sorcière, s'appelait au boomer. Et moi, je trouve ça effrayant. Évidemment, évidemment, c'est effrayant et puis voilà et puis bon bah suffit de regarder son avec qui elle vit aussi hein. Voilà, c'est de toute façon voilà, c'est Marine Le Pen elle se cache pas, elle elle pense que c'est la bonne image pour essayer de représenter correctement les Français. Mais non, imaginez si un jour Marine Le Pen était présidente de la République, j'espère que ça n'arrivera jamais. L'image qu'aurait la France à l'étranger, déjà avec Macron, c'est déjà pas mal écorné. Voilà, et quand tout va sortir, notamment sur lui, ça va être encore plus écorné, on va être la risée du monde. Mais imaginez si un jour Marine Le Pen se pointe à l'Élysée avec Ingrid et ses trois chats, de je sais plus quelle race là. Voilà, des tigres du Bengale, il me semble. Voilà, donc et puis qu'on verra Karine Le Marchand aller faire une émission, un reportage à l'Élysée sur Marine Le Pen et, euh, et sa soi-disant colocataire, ça sera risible. Voilà. Comment voulez-vous aujourd'hui que la France retrouve son lustre et qu'elle ait aussi une image, on va dire, à peu près présentable auprès des puissances, des nouvelles puissances comme la Chine, comme la Russie, même les États-Unis, si Trump revient au pouvoir, comment voulez-vous qu'on ait une crédibilité quand on a des gens comme ça dans les plus hautes sphères de l'État? C'est impossible. Il faut des gens plus représentatifs, des gens qui ont une vie correcte, une vie décente, à qui on n'a rien à reprocher sur beaucoup de choses, qui ont une hygiène de vie correcte, en tout cas, qui n'ont pas une image déplorable comme les Marine Le Pen dans la beaufitude. Voilà, il y a un minimum de tenue pour qu'on est représentant quand même d'un pays millénaire comme la France, avec son histoire, toute la monarchie, tu sais, tous les personnages prestigieux qu'on a eu dans l'histoire de France, c'est complètement à l'opposé. Enfin, moi, ça me fait mal quand je vois ça. Et aujourd'hui, le problème, c'est que on a que des gens comme ça dans la sphère politique. Hein. À gauche, c'est pas mieux non plus. Hein. Ils sont complètement détraqués, quoi. Voilà. Et Bardella, même s'il est un peu plus discret là-dessus, c'est la même chose. Marine Le Pen, éleveuse de chats à Mayotte, serait de la gueule. Attention, hein, je reviens quand même sur le nom de la race des chats. Oui, le chat, c'est le Bengale, pas le tigre du Bengale. Hein. C'est pas des tigres, hein, Pas ces le tigre de Mayotte. Hein. Je ne savais plus, parce que c'est une race un peu spéciale d'ailleurs, qui coûte très cher d'ailleurs. Très cher, hein, très cher. Voilà, hein, ouais, c'est les chats les plus chers avec le sang. Oui, une des races de chats les plus chères avec le persan, il me semble. Ouais, c'est des chats très très chers. Hein, Mm. D'ailleurs, Pierre Nicolas, je crois, un persan qui est Tout tout à fait. magnifique. Il est tout à beau. fait. Un persan écaille de tortue. Il est incroyable. Je l'aime beaucoup. Donc effectivement, oui, Marine Le Pen, bah écoutez, on parlait de l'électorat de Marine Le Pen. Bon, l'électorat de Marine Le Pen peut être un petit peu froid, un petit peu méchant, mais c'est le cassos moyen de 40 ans. Voilà, c'est 50 ans plutôt. C'est ça, l'électorat. C'est Bah oui. French TikTok, on appelle ça. C'est la France profonde. C'est des beaufs qui font des TikTok, voilà. c'est ça. Des beaufs qui la font France des profonde. TikTok, qui sont au bistrot du coin de 10h jusqu'à 21h le soir. Voilà, qui tournent à la 8-6. Hein. Désolé, Johan, mais voilà, c'est Ah ça. bah, tu vas dans n'importe quel PMU, t'entends parler de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Mais juste imaginez 2 minutes au pouvoir Marine Le Pen avec en Premier ministre Jordan Bardella. Alors ça ferait déjà 2 ministres de suite qui sont gays, hein, déjà, premièrement. Et puis avec Gabriel Attal, et puis maintenant probablement Bardella, hein, parce que je pense qu'il a des tendances un peu homosexuelles. Bah, ce serait d'un ridicule, hein, franchement. Complètement. Et Je n'ose même pas imaginer le résultat. d'ailleurs, j'ai appris il y a quelques jours qu'il n'était plus en couple avec Nolwenn Olivier. Depuis plusieurs mois d'ailleurs. C'est parce qu'il va bientôt faire son coming out, je pense. C'est possible, très possible. De toute façon, quand on connaît de la façon dont Bardella a eu son ascension et comment il est rentré au Front National puis au Rassemblement National après, il faut savoir qu'il doit son ascension grâce à Florian Philippot. Hein, moi, je me souviens que quand Florian Philippot était à l'époque dans le Grand Est, qui était conseiller municipal de Forbach, enfin conseiller éphémère parce qu'il a dû participer à une ou deux réunions, après on ne l'a plus jamais revu, il ne nommait il n'a nommé que des secrétaires départementaux dans le Grand Est qui étaient tous nommés pour leur tendance sexuelle. On ne veut pas savoir ce qui se passait derrière le décor.
Maxime. Et c'est pas étonnant quand on voit que Jordan est sorti d'absolument nulle part. Hein, il est arrivé sur la scène politique d'un coup comme ça en fait. Évidemment, évidemment, Pour la petite histoire, comment faut dire, Jordan Bardella, moi je le connaissais lorsqu'il n'était pas connu. On se connaissait alors qu'il n'était pas connu. On a eu des histoires, etc. au Front National. Je pourrais vous raconter des anecdotes, ce serait une émission presque à part, mais effectivement. Donc moi je l'ai connu quand il n'était pas du tout connu. Et il avait déjà, pour époque, il me l'avait confié, il avait déjà pour époque pour ambition d'être président de la République. C'était déjà son objectif alors qu'il devait avoir quoi, 23 ans 22, 23 ans à peu près à cette époque. Donc c'est quelque chose qu'il a en tête depuis le début. Et effectivement, il a tout mis en place pour arriver à cet objectif. Et aujourd'hui, il est président du Rassemblement national. Donc c'est qu'il est bien parti. Il est bien parti. Donc je pense pas qu'il ait été foncièrement placé. Par contre, il a tout mis en œuvre pour être le choix, pour être choisi, pour être placé. Ça, c'est clair. En tout cas, force est de constater qu'il est sur une très bonne lancée et qu'il est malheureusement très populaire auprès des jeunes et aussi auprès des boomers. Hein. Oui, puis moi surtout ce que je constate, c'est qu'il est quand même très mis en avant par les médias du système. Hein. C'est matin, midi et soir, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, c'est un marqueur, selon moi. Hein. Quand on est autant mis en avant dans les médias, qu'on a autant de temps de parole, on fait souvent la une de la presse spécialisée. Quand on compare avec la période Jean-Marie Le Pen du Front National, où il fallait faire des pieds et des mains pour ne serait-ce qu'obtenir 10 petites minutes en dehors du cadre électoral, bien entendu, dans une émission politique, c'est très compliqué à l'époque pour Jean-Marie Le Pen et les cadres du Front National d'intervenir dans des émissions politiques. Voilà, même pendant les élections où le temps de parole était décompté, c'était très compliqué aussi. Hein, et quand il s'y rendait, c'était aussi compliqué avec souvent la parole qui était coupée de manière intempestive. Enfin, moi, je me souviens très bien hein, des débats avec Jean-Marie Le Pen, puisqu'à l'époque, j'avais 14-15 ans, hein, je commençais seulement à m'intéresser à la politique, et à chaque fois, j'ai été choqué par justement avec le traitement dont il faisait l'objet, notamment dans certaines émissions sur le service public, alors qu'aujourd'hui, avec des gens comme Bardella, avec Marine Le Pen, ça a été le cas au début qu'elle a pris la présidence du FN, mais après ça s'est estompé. Après ça dépendait aussi des personnes qui l'interviewaient. Mais avec Bardella, je vois qu'aujourd'hui, qu'il aille chez Apolline de Malherbe ou qu'il aille chez Sud Radio ou les émissions du service public, même s'il allait sur France Inter, il serait très bien reçu. Donc ce qui est quand même un marqueur que Jordan Bardella quand même n'est pas tout à fait très très clair et au niveau des idées qu'il prétend défendre. Et de toute façon, je le sais déjà, s'il venait à accéder à des responsabilités un jour, on sera très déçus. Enfin, beaucoup qui auront voté pour lui seront très déçus de son action, en tout cas, parce qu'il ne fera quasiment rien. Mais Bardella, sur la campagne des européennes, il faut remarquer un truc quand même. Je l'ai écouté hier soir là, sur les éveilleurs du boulevard Volcker. Enfin, il a son ego, il est à 32%, il espère plus, il espère monter jusqu'à 40%. Il faut savoir un truc, c'est quand même un candidat qui évite les débats, hein, clairement. Parce que Bellamy l'a appelé au débat, tout simplement, il n'a pas répondu. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il a, je ne sais pas si vous avez vu sa stratégie par rapport à ses conférences de presse. Il fait son discours et en fait, après, il laisse les questions de la presse à l'homosexuel, comment il s'appelle, Alexandre Loubet, ancien de Debout la France, répondre à sa place, en fait. Répondre à sa place aux questions des journalistes. En fait, Bardella s'écarte et c'est Loubet qui répond aux questions. Et puis, Bardella, il pense qu'il passe son temps à faire des selfies à tout va. Voilà, c'est un candidat selfie, j'ai l'impression. Au lieu d'avoir un candidat avec des idées et un programme, c'est un candidat selfie. Absolument. Ah bien, moi, sur le terrain, je ne sais pas si vous avez vu et si vous avez Merci, remarqué, mais régulièrement sur le terrain, au jour d'aujourd'hui, on voit plus les boomers de gauche en train de coller sur les affiches de Reconquête que sur le RN. Le RN reste en place. Elle reste 2 ou 3 semaines, hein, les affiches RN. Les boomers, par contre, sur Reconquête, ils les détruisent complètement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas la connivence là-dedans? Est-ce que l'électorat de chez RN va passer le cap et commencer à tourner sur la gauche, comme ils sont tous en train de le faire? En tout cas, sur le terrain, on voit bien qu'il y a la gauche laisse la place au RN. Hein. C'est clair et net. Du moins, je ne sais pas si vous, sur votre secteur, vous avez vu ça. Moi, je le remarque énormément en ce moment. Hein. Après, ils se reconnaissent peut-être dans le programme économique socialiste de Marine Le Pen et de Bardella, tout simplement.
Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Absolument. Dernier sujet, alors moi c'est un sujet qui personnellement m'a saturé, c'est un sujet dont on ne fait que parler. D'ailleurs même sur BFM TV, j'avais commenté à un moment donné, ça fait 2 jours qu'on nous parle que de ça, mais tout le monde n'en a rien à faire. Et ce commentaire, j'étais beaucoup plus vulgaire dans mon commentaire, et ce commentaire a été top commentaire. Donc c'est quelque chose que beaucoup de Français visiblement partagent. Et le sujet que je vous que je vous tease depuis quelques minutes, c'est le sujet de Kenji Girac, un gitan qui se serait pris une balle, un gitan sous cocaïne, de ce que j'ai compris. On n'en a rien à faire. On ne parle de tout ça que depuis 2 jours. Alors il a pris une balle, c'est triste pour lui, ok. S'il était mort, ce serait même dramatique. Mais personne ne nous en parlait pendant 2 jours. On fait un communiqué de presse, on attend une semaine qu'il y ait une enquête ou je sais pas quoi, et là on parle des nouveautés. Et là ça ne fait que 2 jours où mon algorithme est saturé de ce sujet. Alors que personnellement j'aime pas du tout sa musique. Donc je sais pas si vous écoutez du Kenji Girac, j'espère pas, parce que sinon vous serez exclu du Parti La France. Donc je sais pas. Quel est votre avis là-dessus? Je m'en branle complètement. On nous a fait, tout un scandale là-dessus pour, en fait arriver on nous a fait, on va dire pendant plusieurs jours, espérer qu'il y avait quelqu'un qui était venu le tuer. En fait, c'est juste une simulation de tentative de suicide et tout simplement, voilà donc rien de plus. J'ai pas vraiment suivi j'ai pas Vas-y, vraiment Arnaud. suivi cette affaire. J'ai pas très suivi, mais il s'est tiré dessus au 45 avec un 45 qu'il aura acheté dans une brocante. Enfin, ça tient pas la route, ça. Alors, je sais pas, j'ai pas trop suivi, donc si quelqu'un ici a plus d'éléments, mais acheter un 45 en France en 2024 dans une brocante et se tirer dessus, ça tient pas la route. Enfin, Effectivement, Arnaud, le narratif, c'est justement c'est là que je veux en venir. C'est le narratif qu'on nous a sorti sur cette histoire ne tient absolument pas la route, que ce soit le fait que c'est une mauvaise manipulation d'une arme, que l'arme a été soi-disant lancée sur une brocante. Alors déjà depuis quand aujourd'hui, en 2023 ou 2024, on achète un 45 sur une brocante comme ça, sans qu'elle soit déclarée et tout, sans que ça n'éveille les soupçons des autorités, surtout quand on connaît le penchant anti-armes des autorités depuis maintenant 2-3 ans en France. Donc déjà ça c'est très étonnant. Voilà, en plus de ça il est dans une brocante, en plus de ça il me semble qu'ils ont été interviewés le brocanteur qui niait complètement la chose. Oui, puis apparemment après il y a eu une autre enfin, un autre narratif qui était sorti comme quoi ils étaient en train de manipuler les armes et puis que l'arme était chargée et que la balle serait arrivée accidentellement sur Kenji Girac là. Bon, oui, c'est ça, tout ça, c'est de l'enfumage, je pense, et c'est une information faite pour occuper l'espace médiatique au détriment de véritables informations qui sont plus inquiétantes, voilà, et qui, si elles étaient divulguées plus proprement, ben, éveilleraient plus l'esprit des Français. Voilà, c'est de toute façon aujourd'hui, il n'y a plus rien à attendre de l'information, enfin des chaînes, des grandes chaînes d'information en France. On sait très bien que tout est téléguidé par le pouvoir, tout ce qui doit être dit et ne pas dit en l'occurrence. Donc d'ailleurs c'est là que je veux en venir, c'est que voilà c'est du meublage, voilà ça touche quelqu'un de connu, enfin vite fait quoi, un chanteur en l'occurrence. Voilà, mais voilà, on évite de parler des problèmes beaucoup plus importants, notamment du fiasco que vont être les Jeux Olympiques, en l'occurrence, hein, que ce soit en termes de sécurité, en termes d'organisation, en termes de transport aussi. Donc ça, je pense que les Français vont découvrir la supercherie quand les JO vont commencer. Hein, et là, c'est pareil, l'image de la France n'en sortira encore pas grandi, malheureusement. Et, et donc voilà, c'est aujourd'hui le niveau de l'information en France, pour résumer tout ça, le niveau de l'information en France, c'est ça, voilà, on fait d'un pain de mouche une affaire d'État. C'est ça, absolument, absolument terrifiant. Si vous voulez bien, mes chers amis, ça fait plus d'1 heure que nous sommes sur une émission, on peut passer directement à la foire aux questions, si vous le voulez. Il faut savoir que mon écran, je vais vous raconter une petite anecdote, mon écran s'est coupé, donc c'est-à-dire que je ne peux pas couper le live normalement, enfin l'enregistrement je veux dire, donc je vais devoir très probablement quitter et revenir. Donc si vous me voyez partir pendant la préparation de la FAQ, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc ceux qui sont sur YouTube, je vous donne rendez-vous lundi pour la foire aux questions, et ceux qui sont sur Telegram, rendez-vous dans
quelques secondes pour la FAQ, pour les questions des auditeurs. Et je suis obligé de couper de toute façon parce que sinon je ne peux pas donner la parole aux auditeurs, ce qui est quand même un peu dommage, on va pas se mentir. Juste, Alexandre, juste avant la Oui. foire aux questions, est-ce que tu m'autorises de faire une publicité pour notre événement avec Thomas Joly dans notre département le 4 mai? Avec l'invité Allez-y. Thomas Joly, repas militant dans le Calvados, enfin à Caen plus spécialement, avec en tête d'affiche Thomas Joly et Bruno Hiroux, secrétaire général du Parti de la France, et Thomas Joly, président du Parti de la France. Donc s'il y a des Normands qui sont dans les auditeurs, bah, ils sont les bienvenus. Voilà.